Nuit des idées 2023. Plus. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes donc sur l'esplanade de l'Espace Mendès France pour la super boom de rentrée organisée pour lancer notre saison. Une soirée en public pour phosphater un avenir radieux. Mais le phosphate, c'est dangereux, me direz-vous ? En effet, ce titre est un brin audacieux pour une émission de radio sur l'avenir de l'agroalimentaire, mais c'est pour faire le lien avec le concert qui suivra de Superphosphate dont vous entendrez un morceau en ce début d'émission. Cette émission, Agriculture, nos futurs, s'inscrit dans le cadre de la Nuit des idées, un événement porté par l'Institut français et dont la thématique est « plus » pour l'interrogation. Et face à ce mot, nous opposons le « moins », c'est-à-dire plus d'agriculture diversifiée, respectueuse de l'environnement, de la santé des vivants, et moins d'agriculture intensive, d'algues vertes, de phosphates, nitrates, ammoniac et concentration d'animaux dans de mauvaises conditions. Agriculture, nos futurs. Imaginez-vous un paysage. Nous sommes en Bretagne, dans le Finistère. Sur une longue plage condamnée, des algues vertes envahissent l'espace telles des aliens dont on devrait se méfier. Les algues ne sont pas toujours le danger que l'on croit, mais en grande quantité, elles dégagent de l'H2S, de l'hydrogène sulfuré. Cette molécule a déjà intoxiqué et tué plusieurs personnes, dont des joggeurs, un ramasseur d'algues et des animaux, notamment un cheval, des dizaines de sangliers et des chiens. Maintenant, imaginez-vous dans les terres, disons Plouvorne, non loin de Morlaix. Ici, plusieurs entreprises et hangars abritent des cochons, environ 80 000 pour 2 900 habitantes et habitants. Alors l'algue produit du cochon. Si cela ne paraît pas évident, l'élevage intensif pour produire de la viande de porc, de la volaille et du lait produit aussi du lisier, qui dégage de l'azote, responsable de la pollution des cours d'eau et de la prolifération des algues vertes. Alors, ces algues sont devenues le symbole du système de l'agriculture intensive grâce à l'enquête menée par la journaliste Inès Leroux entre 2016 et 2018. Mais dès les années 1970, des scientifiques et d'autres personnalités d'associations de protection de l'environnement, comme Eau et Rivières de Bretagne, avaient identifié ces problématiques de pollution qui ne se limitent pas qu'à l'azote et ses nitrates. En effet, la plongée dans ce sujet est abyssale. Les données scientifiques sont nombreuses à témoigner des pollutions multiples et des maladies associées. Mais on trouve aussi des pratiques pernicieuses qui maintiennent un déni, une omerta et empêchent l'évolution des pratiques agricoles. Ces problématiques relèvent d'une responsabilité collective qui n'engage pas uniquement une pratique de l'agriculture, mais plus largement celle de notre consommation. Alors posons-nous la question de savoir d'où vient la nourriture dans nos assiettes, comment est-elle produite et par qui sont les agriculteurs et agricultrices et qui seront-ils demain ? Comment sont-ils formés et enfin, comment la recherche scientifique peut-elle aider à trouver des alternatives à ce modèle ? Agriculture, nos futurs. Alors, pour donner des éléments de réponse à ces questions, nous avons convié les journalistes Inès Leroux et Morgane Large. Bonsoir. 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 Donc la première, Inès Leroux, est à l'origine de l'enquête et du journal breton, diffusé sur France Culture, et qui a donné lieu à une bande dessinée avec Pierre Van Hove et un film de fiction réalisé par Pierre Jolivet, qui est sorti cet été. Mais elle est également journaliste pour Splan, qui est un journal d'investigation breton. La seconde, Morgane Large, travaille pour Radio Kreisbreizh et a participé à l'enquête, à la fois en tant que journaliste et élue municipale dans l'opposition à Glomel. Et cette participation lui a valu d'être victime de menaces de mort et de tentatives de meurtre. Et nous recevons également Marie-Laure Decaux, bonsoir. Bonsoir. Qui est chercheuse donc à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, à Lusignan, non loin de Poitiers, et qui dirige depuis une dizaine d'années une ferme expérimentale pour penser une autre agriculture. On en discutera. Alors, dans un premier temps, je voulais revenir avec Inès Leroux et Morgane Large sur l'histoire un peu de cette enquête. Qu'est-ce qui a été le déclic de l'enquête et où est-ce qu'on en est un peu aujourd'hui ? Le déclic de l'enquête, on peut commencer très loin dans le temps, puisqu'il y a une maladie au sein de ma famille que je découvre adolescente, une maladie liée aux pollutions environnementales, qui va m'amener à devenir enquêtrice, à mener des enquêtes de manière autodidacte.
Après, il y a ma découverte de la Bretagne grâce à une alerte que je reçois sur une contamination aux insecticides dans le plus grand groupe agroalimentaire breton, Triskalia, qui est devenu Eureden. Et puis lors de mes allers-retours en Bretagne pour m'intéresser à ce dossier, je vais croiser un habitant de Saint-Brieuc, Gilles Willems, qui va me remettre un dossier. Il a en fait mené une enquête sur le cas, sur la mort de Thierry Morfois, un ouvrier du transport d'algues vertes. Et s'il s'est intéressé à ce sujet, c'est que lui-même, il a une enfant en bas âge qui a développé une grave irritation des yeux qui s'appelle une kératite. Et il a fini par imaginer que c'est peut-être parce qu'ils vivent en bord de mer qu'ils se promènent beaucoup sur la plage où il y a des algues vertes et que ces algues dégagent ce gaz très très nocif qui s'appelle l'H2S, très irritant. Et sa fille étant beaucoup plus basse, beaucoup plus petite, elle est peut-être en fait plus touchée par les conséquences liées à une exposition à ce gaz. Voilà. Et après, donc, comment s'est passée l'enquête, c'est le journal breton qui a une série d'épisodes donc entre 2016 et 2018. Il y a 22 épisodes. 22 épisodes. France Culture que je vais tourner. Et c'est je me suis installée en Bretagne en 2015. Je tourne des épisodes régulièrement pour le journal breton. Et mon chemin croise celui de la journaliste Morgane Large, qui, elle, est une journaliste pour une radio bilingue breton-français très locale. Très locale. Et alors justement, moi, ma rencontre avec les algues vertes, je peux peut-être. Oui. Moi, mes parents avaient fait un retour à la terre dans les années 70. Ils ont pris une ferme dans Vache laitière, en plein centre-Bretagne. En 78, ma mère, au milieu de notre ferme, disait « ça sent le gaz, ça sent le gaz ». On la prenait pour une folle. Et puis, en fait, c'était la Moco Cadiz, qui était à plus de 80 km et qu'elle sentait. Et pour moi, les pollutions, c'était le mazout. Je n'allais que très rarement sur le littoral nord parce qu'en Bretagne, on a chacun un peu son littoral. Nous, c'était plutôt l'Atlantique, on n'allait pas sur la Manche. Il y a un ami qui m'emmène en 96, je commençais déjà pas mal à m'intéresser à l'ornithologie. Il y a un ami qui m'emmène par hasard sur la plage à Ilion. Il était un peu tard. Je descends de la voiture, je comprenais pas. J'ouvrais les yeux et je comprenais pas ce que je voyais parce qu'en fait, il n'y avait pas de bruit. La mer, elle était complètement silencieuse. Et là, j'ai regardé de plus près et je voyais la mer toute huileuse et toute épaisse. Et j'ai pensé tout de suite à une marée noire, parce que c'est exactement la même sensation. Et en fait, la mer, elle est tellement épaisse que les vagues ne peuvent plus déferler et que ça ne fait pas du tout de bruit. Et au-delà de cette absence de bruit, il n'y avait pas du tout d'oiseaux non plus. Il n'y avait rien. Et je crois que j'ai eu un gros choc. Et j'ai dit à la personne qui m'accompagnait, j'ai dit, mais c'est dingue. Je savais pas, personne n'en parle dans les journaux, c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'étais assez jeune à l'époque. C'était une marée verte. C'était une marée verte. C'était bourré, mais saturé d'algues vertes. Et cette rivière, elle s'appelle le Gouessant. Et le Gouessant, eh bien, c'est une rivière qui traverse un bassin cochonnier énorme des Côtes d'Armor. Et d'ailleurs, Gouessant, il y a une grosse coopérative agricole qui s'appelle le Gouessant, parce qu'en plus, c'est ça le truc de dingue, c'est qu'ils prennent même les noms des rivières, quoi. Non seulement il est pourrisse, mais en plus ils prennent le nom. Enfin, moi, ça me fait très mal. Mais moi, ça a été un vrai déclic, cette rencontre avec ce littoral bousillé, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres mots, quoi. Et j'ai rencontré Inès Léraud. Moi, j'ai découvert le média radio. Et quelques années avant, j'avais donc en tête cette image quand j'ai commencé à essayer d'enquêter en 2009. Je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement difficile de recueillir la parole des gens et comment les gens ne voulaient pas du tout parler des algues vertes sur le littoral parce qu'ils avaient des intérêts économiques pour certains, développant des activités de tourisme. Ils avaient des intérêts patrimoniaux pour d'autres, développant parce qu'ils avaient un patrimoine, une maison en bord de mer, par exemple. Les maires voulaient aussi absolument défendre le tourisme, donc il s'était rien passé. C'était pas les algues vertes. Enfin, c'était très compliqué.
Voilà pour moi. Et les risques qu'on sont connus, donc on le disait depuis les années 70, en tout cas il y a Jean-Yves Piriou qui est un des chercheurs qui en 71 dit que pour lui c'est la première fois où il a la connaissance de la dangerosité des algues vertes. Mais vous, Marie-Laure Decaux, vous avez aussi travaillé en fait en tant qu'ingénieure de recherche sur les algues vertes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre rencontre, comme viennent de le raconter Morgane et Inès? Moi, je n'ai pas travaillé sur les algues vertes, mais j'ai travaillé sur l'origine, donc en fait sur les problèmes de pollution par les nitrates des milieux aquatiques, qui passent d'abord par des excès à l'échelle du sol, qui sont transmis aux rivières, et les rivières finissant à la mer, en bord de mer, en littoral. En fait, on a des apports de nitrates que l'on ne constatait pas avant, que l'agriculture ne s'intensifie. Donc le problème breton, c'est un problème effectivement d'intensification, c'est un problème de modèle économique et de spécialisation de la région, qui a créé des excédents qui sont des excédents structurels en fait. En agriculture, il y a plusieurs facteurs de production. Il y a les capitaux, il y a le capital sol, etc. Il y a le capital humain. Et en fait, on a beaucoup investi de capital financier. Donc il y a eu énormément d'industries agroalimentaires, énormément d'abattoirs. Pour faire moins de trajets, on a fait beaucoup d'élevage hors sol. Et en fait, on a bâti ce modèle en Bretagne, parce que la Bretagne n'était pas un territoire qui avait des gros avantages structurels au niveau du sol pour produire. C'est pas un pays riche du point de vue agricole. C'est pas la Beauce, c'est pas la plaine de Poitiers, c'est pas ce genre d'endroit. Que peut-on y faire? Ils avaient la chance, pour éviter, au moment où on voulait à la fois être autosuffisant et éviter que les Bretons n'émigrent ailleurs, hein, qui trouvent du travail sur place. Ce modèle s'est fabriqué. Et ce modèle, dès les années 80, on connaissait les excédents, on connaissait le problème, d'autant plus que pour nourrir tous ces animaux qui sont sur place, on importe des autres régions. C'est même pas seulement l'azote minéral, c'est même pas un défaut d'engrais, de fertilisants. C'est pas la chimie qui est seule responsable. Hein. C'est aussi tous les aliments qu'on a importés des autres régions françaises pour nourrir ces animaux qui se sont concentrés là. Et même aujourd'hui, il y a eu une délocalisation, parce que après le capital financier, le capital terrain, le capital financier, aujourd'hui, ce qui est limitant, c'est le capital humain, et c'est le coût de la main-d'œuvre. Donc c'est le genre d'élevage qui se délocalise en Europe, là où la main-d'œuvre est moins chère. Donc il y a une légère désintensification des effectifs en Bretagne. Voilà, c'est une histoire économique. Hein. on est dans l'industrie agricole, dans la production agricole vue comme une industrie. C'est plus les paysans, c'est plus les agriculteurs, c'est les exploitants agricoles. C'est l'air du temps, hein, de l'évolution de cette agriculture, telle qu'on l'a connue depuis les années 50 jusqu'à, on va dire, les années 2000, hein, grosso modo. Et où, effectivement, il y a eu successivement ces leviers qui ont été mis en œuvre. Et donc aujourd'hui, on a encore ce modèle-là. C'est-à-dire qu'en région centre, on a 0,3 gros animal par hectare. En Bretagne, on est à 2,3. Donc on a encore beaucoup d'élevage hors sol là-dessus. Voilà. Après, des progrès se sont faits. Donc moi, je me suis intéressée essentiellement en élevage et en prairie, hein, mais également à ces bilans à l'échelle de la région et à l'échelle des divers types d'exploitation, où bien sûr tous les élevages hors sol crèvent les plafonds des excédents. L'élevage est un peu mitigé, les cultures un peu moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts dans tous les domaines, parce que de toute façon, ce qui est raisonnable à toutes les échelles, qu'elles soient bretonnes ou qu'elles soient nationales, c'est la réduction des excès. Hein. Voilà, il faut réduire ce qu'on met dedans. Il faut réduire les inputs, c'est clair. Voilà. Peut-être, Inès Leroux, justement, par rapport à ça, il y a quand même eu des enquêtes dans ce plan récemment sur, je citais en introduction, Plouvorne, et puis quand même des tentatives encore d'extension en fait, de ces élevages hors sol. Hein, donc, pour peut-être... on peut peut-être en parler, parce que c'est ce que vous venez de dire, hein, c'est la chaîne de causalité, en tout cas, de ces marées d'algues vertes et de la production de nitrates qui ensuite polluent les rivières, et puis qui aussi provoquent des décès. Hein. C'était tout le cœur de l'enquête. Peut-être oui, en fait, tout récemment, avec Morgane et d'autres journalistes, on a créé un média. Enfin, tout récemment, on a mené une enquête sur le secteur du cochon, mais ce média a été créé il y a quelques années. Il s'appelle Splan, ça veut dire clair en breton. On peut dire Splan, il n'y a pas de problème. Et on ne vit que des dons
des citoyens, on n'a aucun publicitaire, on est soutenu par aucun fonds d'entreprise. Et en effet, avec Christine Falleron, un collègue qui est fils d'éleveur porcin industriel d'ailleurs, qui est dans notre journal, on a mené une enquête notamment sur Plouvorne et Landunvez. Ce sont 2 communes du Finistère, et à Landunvez, on trouve une des plus grosses porcheries de France qui produit 26 000 porcs par an dans une commune de 1400 habitants sur le littoral. Et les plages sont magnifiques, hein, c'est des plages historiquement où il y avait beaucoup de surfeurs, et aujourd'hui elles sont, pour certaines d'entre elles, interdites à la baignade parce que le nombre de bactéries fécales est trop élevé. Et donc il y a tout un débat local, puisque le maire dit que les bactéries fécales qu'on trouve dans les eaux de baignade viennent des goélands ou des oiseaux sauvages, voilà, qui font des déjections au bord de la mer. Et en fait, c'est un cas de figure super intéressant, parce que je pense que il résonne avec plein d'autres dossiers en France, notamment celui des bassines qui sont proches d'ici, parce que c'est un de ces dossiers où l'industriel a demandé une autorisation à la préfecture pour agrandir son élevage. Il doit produire pour ça une forme d'enquête environnementale qu'il confie à un cabinet d'experts. Mais en général, c'est sa coopérative, en fait. Elle-même, sa coopérative porcine qui mène cette... Qui a le bureau d'études, oui. Voilà, qui a le bureau d'études qui mène l'enquête environnementale. Le préfet s'appuie sur cette enquête pour délivrer une autorisation ou pas. En général, il délivre l'autorisation sans vérifier si cette enquête est réellement solide. Des associations environnementales ou bien des inspecteurs... de la MRAE. De la MREA. Ouais, de la MRAE. La mission régionale d'autorité environnementale, ça c'est une... J'explique très vite ce que c'est. Oui. En fait, c'est des instances qui ont été créées à la demande de l'Europe, parce qu'en fait, les préfets prenaient des décisions environnementales aidées par l'Adréal sur des dossiers importants sans réelle expertise. Et donc, l'Europe a demandé à la France de se mettre un peu au pas en 2006, d'où la création des MRAE. Il me semble que c'est très récent quand même. Voilà, des MRAE ou des commissaires enquêteurs vont quand même en fait étudier le dossier et conseiller le préfet. Et là, dans de nombreux cas, dans celui-là à Landunvez pour l'extension de la porcherie, ils vont dire il ne faut pas étendre cette porcherie. Il y a déjà des dégâts environnementaux observables aujourd'hui. Donc si on la double, qu'est-ce que ça va être ? Le préfet a quand même donné son accord. Et la MRE rend des avis qui ne sont pas opposables. Hein. Voilà. Et les commissaires enquêteurs non plus. Et donc, il va y avoir une plainte d'associations et de riverains. Ils vont gagner en justice, mais le préfet va délivrer une nouvelle autorisation. L'éleveur va faire opposition. Et finalement, ça va être une espèce de processus administratif sans fin, puisque les associations, y compris à Ouy-Rivière de Bretagne, vont essayer de continuer à faire appel, etc. Mais le préfet délivrera toujours des nouvelles autorisations. Et c'est un peu une sorte de politique du fait accompli qui est exercée notamment par l'industrie porcine en Bretagne et qui construit en fait dès qu'elle a l'autorisation du préfet, alors qu'elle sait qu'il peut y avoir des plaintes et qu'elle va perdre dans le parcours judiciaire. Et c'est un peu la même chose qui arrive avec les bassines aussi. Oui, il y a un peu ce phénomène de précipitation, effectivement, et de politique du fait accompli. Les expertises, oui, c'est très compliqué. On a aujourd'hui à INRAE quelques missions d'expertise parfois, mais pas sur ces questions. On n'est pas sollicité sur ces questions, en tout cas. Et donc, voilà. On fait beaucoup de constats, beaucoup. Je ne pense pas que les pouvoirs publics, qui soient dans le déni au niveau ils connaissent les faits. Après, ils arbitrent des choix qui sont d'ordre politique. Mais on voit que pour exercer en fait une réelle démocratie environnementale, la justice ne suffit pas. Enfin, on peut faire des procès, porter plainte, avoir tous les bons arguments du monde et gagner en justice. En fait, ces industries sont indéboulonnables. Donc en fait, on comprend que d'autres stratégies se mettent en place, comme celle des soulèvements de la terre actuellement, pour agir en amont des travaux et pour empêcher la construction, et donc être dans des stratégies de blocage des travaux en parallèle des procès, quoi. Et justement, le déni et l'omerta qui a été donc bien montré dans l'enquête sur les algues vertes, où on voit aussi, après les enquêtes sur Plouvorne,
comment justement sont empêchés ces recours et qui ont été jusque devant la justice. Est-ce que c'est une particulière... Enfin voilà, comment... Est-ce qu'on peut revenir quand même sur la façon dont ça s'est installé en Bretagne? Est-ce que c'est une spécificité qui est liée à une imbrication, on va dire, entre la culture, enfin l'agriculture et les pouvoirs politiques sur place? Enfin, peut-être on peut... C'est pas forcément... Est-ce que c'est un modèle qu'on trouve ailleurs sur des élevages hors sol? Ça, c'est... Je sais pas. Il y a Nicolas Legendre, qui est journaliste au Monde, qui a sorti un livre il y a pas très longtemps qui s'appelle Silence dans les champs, qui parle de l'omerta et il a récolté 300 témoignages en Bretagne. Après, il y a un syndicaliste de Solidaire, Serge Lequéot, qui dit que le monde de l'agroalimentaire et la FNSEA, c'est un État dans l'État, en tout cas en Bretagne, et qu'il y a une forme d'ordre social établi qui fonctionne en parallèle, en fait, de l'ordre démocratique, et qui a ses propres règles, ses propres lois, et que c'est pour ça aussi qu'il y a cette omerta, quoi. C'est des gens qui peuvent s'affranchir de pas mal de choses, notamment être en excès de cheptel sans autorisation, très régulièrement, polluer des rivières avec des fuites de lisier qui sont plus des accidents, puisque c'est tellement fréquent que c'est plus des accidents. Mais en fait, comme les amendes sont extrêmement modiques, il vaut mieux polluer et payer une petite amende que de payer très cher une mise aux normes. Enfin, voilà, ce système fonctionne aussi en vase clos, et la réussite économique de certains élevages leur donne raison, quoi. Et d'ailleurs, Nicolas Legendre, il parle dans son livre, il revient sur la politique du remembrement voilà, donc ça c'est aussi une thématique sur laquelle Inès Leroux travaille actuellement. Et il parle il a recueilli dans les témoignages, il y avait une formule qui est assez jolie d'agriculteur, jolie, je ne sais pas si c'est vraiment le terme d'ailleurs, mais qui est révélatrice. Il parle des paysages qui sont modifiés, sur lesquels les agriculteurs ne s'étaient pas forcément projetés. Il parle de poésie qui s'en va. Donc en fait, comment ça s'est mis en place? Parce qu'on peut peut-être revenir aussi sur avant l'installation de ces élevages énormes. Comment oui, en fait, ça vient. La prochaine BD que je fais avec Pierre Van Hove, là, le dessinateur des Algues Vertes, c'est sur l'histoire du remembrement. Le remembrement... En fait, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce terme. C'est ce moment, notamment après-guerre, où on va raser le bocage, les arbres, combler des rivières ou les rectifier, drainer des zones humides, etc., pour agrandir les parcelles et faire qu'elles soient cultivables par des machines. On va procéder aussi à beaucoup d'échanges de parcelles entre les agriculteurs, de façon à bien regrouper les parcelles. Parce que c'est vraiment le moment où on motorise l'agriculture. Et en enquêtant... j'ai découvert que ce remembrement, en fait, vient d'une loi de 1941. C'est une loi vichiste. C'est à un moment où l'Allemagne et l'Autriche sont beaucoup plus développées et modernisées que la France au niveau de l'agriculture. Et Vichy regarde beaucoup ce qui se passe... bien sûr, juste à l'est du pays, et va vouloir moderniser la France de la même façon. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point de départ aussi cette origine peut aussi expliquer l'omerta qu'on peut ressentir, nous, quand on enquête sur les questions agricoles. Et je ne pense pas que ça concerne que la Bretagne, parce qu'on connaît des consoeurs qui travaillent dans d'autres régions de France, du côté d'Avignon, par exemple, sur le maraîchage intensif, et qui vivent exactement les mêmes problématiques que nous, les mêmes menaces physiques, les mêmes agressions. Et en fait... Vichy va vraiment séparer l'agriculture du reste de la société, quoi. Les agriculteurs ne font pas partie du régime général, les lycées agricoles ne font pas partie de l'éducation nationale. Le régime des retraites s'est mis en place un peu après, mais il y a une ligne. Donc je pense que cette ligne, elle s'est largement maintenue. Les banques agricoles, les prêts bonifiés, etc. Ça, c'est de l'après-guerre. Mais ça part de Vichy, c'est la corporation agricole, de l'Office de Landerneau, notamment aussi, en Bretagne. C'est un secteur où, finalement, on va dire, il n'y a pas de classe dans l'agriculture. On est une corporation et il faut qu'on ait tout notre secteur agricole qui soit chapeauté par
une seule et même un seul et même syndicat, en fait. Donc, que ce soit les banques, l'éducation, les gros propriétaires ou les petits agriculteurs. Oui, qu'il y ait pu y avoir un sentiment de solidarité de la profession agricole, mais je ne suis pas sûre que ce soit voulu. Bon. Mais de fait, oui, il y a un syndicat dominant, et les autres ne le sont pas. Il y avait quand même un souci qui était un souci d'indépendance et qui est plus gaullien que vichiste, parce que l'autonomie alimentaire et l'indépendance de la France en la matière, c'est plutôt une volonté gaulienne, ainsi que les prix bonifiés, ainsi que le fait d'industrialiser l'agroalimentaire, c'est aussi une idée à lui. Dans ses mémoires, on retrouve d'ailleurs ces éléments, si on les lit. Et effectivement, c'est après les années 50. Mais le constat qu'on peut faire par rapport à nourrir plus de gens, être plus autonome, c'est qu'en 1950, on produisait 15 quintons de blé à l'hectare. Aujourd'hui, on en fait 5 fois plus en moyenne sur la France. Et pas juste la Bretagne. Non, mais voilà. Alors, bien sûr, plusieurs moyens ont été mis en œuvre. De la mécanisation qui a conduit au remembrement et donc à l'agrandissement des surfaces, on est d'accord. Cet agrandissement, il a été au détriment des haies, des mares, des chemins et d'autres choses, bien sûr. Des chemins creux, voilà, etc. Bien sûr, ça, c'est une réalité. Je pense que personne ne peut la... Ça a été aussi le drainage, donc pour une certaine disparition de zones humides pour produire plus. Ça a été la mécanisation, ça a été la fertilisation et les phytosanitaires. Là, on est dans la chimie, on est d'accord. Et ça a été aussi du progrès génétique. Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais. C'est une dimension qui n'est pas absente de l'intensification de l'agriculture et des bons de production qui ont été faits dans chacun des domaines, que ce soit en matière de litres de lait par vache ou de... Je veux dire, on a des facteurs multiplicateurs. Ou de semences. Ou de semences aussi. Ça marche pour le végétal comme pour l'animal. Enfin, on a réussi à faire des souches de poulet. Ah oui, ça, absolument aberrant. Enfin, voilà. Complètement magiques qui grossissent. Et on a tout spécialisé. On a spécialisé les régions, on a spécialisé les productions. La vache bretonne d'origine, c'est une vache bretonne qui était mixte. Elle faisait un peu de lait, puis elle tirait un peu une charrue, et puis elle donnait un peu de viande à la fin de sa vie. Aujourd'hui, une vache à lait, elle fait du lait, de la viande par défaut pour des steaks hachés, mais elle est vraiment spécialisée lait. La vache à viande, elle a vraiment des arrières énormes pour faire de la viande. Le poulet la poule qui est pondeuse, elle fait de l'œuf, mais quand vous avez un mâle d'une lignée de poules pondeuses, ça fait des poulets rachitiques. Et le poulet de chair, il est sélectionné pour faire du poulet de chair. Donc on a tout spécialisé. Ça a été la réponse technologique. Mais c'est l'air du temps. Ça aussi, c'est une réponse technologique à des questions. Voilà. On a spécialisé les régions, on a spécialisé les outils, les animaux, voilà, et les régions françaises. Et les régions françaises, du fait, voilà, bien, exactement. Et on a industrialisé, et également cette histoire on a fait grossir les surfaces, mais on a fait grossir les structures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de coopératives agricoles en France indépendantes, qui ne soient pas Agrial, Terrena, machin, qui sont des monstres de trucs. Ce qui fait qu'on est passé d'une agriculture et d'une coopérative où le principe c'est un agriculteur, une voix, à une population agricole active extrêmement réduite en nombre à cause de la mécanisation, etc. Et où finalement des retraités votent pour leur retraite. Donc c'est des gros organismes financiers qui investissent, des coopératives comme Agrial, ils ont des milliers d'hectares de carottes en Pologne parce que ça rapporte de l'argent. On rémunère des actionnaire. Et on n'est plus du tout... voilà, donc c'est ce que je dis, on n'est plus dans l'agriculteur, on est dans l'exploitant agricole, qui est parfois presque piégé par sa structure financière qui l'accompagne. Et le paysan breton, donc l'agriculteur que vous interviewez, il a un sentiment de culpabilité et un grand sentiment d'impuissance, je pense, par rapport à sa capacité à bouger, un grand sentiment d'impuissance face à ses obligations financières, parce que c'est souvent des professions extrêmement endettées, parce que tout ce truc, ça coûte cher, même un bâtiment pour faire des ports, ça coûte cher, de monter ça, un gros tracteur, peut-être vous pouvez expliquer justement Morgane Lage et Inès Leroux, peut-être Morgane, sur ce système-là qui enferme en fait, dans lesquels les agriculteurs se retrouvent endettés à gérer d'énormes parcelles et puis à aussi pratiquer une agriculture chimique qui à la fois empoisonne les sols, les empoisonne aussi eux-mêmes et in fine les consommateurs. Moi, mes parents, ils étaient en lait, par exemple. Après, c'est un peu un contre-exemple parce que j'ai regardé des photos des années 50 de leur ferme et ils sont décédés aujourd'hui, mais quand on a vendu la ferme,
Il n'y avait pas un talus qui avait disparu, donc on était super fiers. Et on a dit aux acheteurs, ne cassez pas les talus. Mais moi, j'ai plutôt enquêté sur la volaille et pas en Bretagne, parce que c'était très intéressant. C'est des systèmes d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a les producteurs de volailles hors sol ne sont pas propriétaires de leurs animaux. Ils sont propriétaires de leurs bâtiments. Mais s'ils n'ont pas de bâtiment, on ne leur place pas d'animaux et ils n'ont pas de contrat. Donc, ils investissent dans un bâtiment. Ils font un contrat avec un industriel qui va leur fournir des poussins. L'industriel peut changer la production. Hein. Ça peut être des pintades, ça peut être des poulets de chair. Donc, l'industriel fournit des poussins, fournit l'aliment, fournit les médicaments et l'agriculteur, chef d'exploitation, on se demande dans quoi il est chef, en fait est payé pour une prestation de service de faire grossir ses poulets et pour un prix au kilo de sortie de son élevage. Ensuite, il y a des vides sanitaires et il y a un autre lot qui recommence. Si cet agriculteur se retrouve en conflit avec l'industriel avec lequel il est en intégration, donc il a signé un contrat, eh bien, il peut être soumis à énormément. Il peut très vite voir sa ferme en difficulté économique. Alors déjà, je ne l'ai pas dit, mais il a un gros stress économique pour rembourser ses prêts. Il peut avoir du stress sanitaire, grippe aviaire, des stress climatiques, des gros coups de chaud dans les poulaillers avec la canicule. C'est très compliqué à gérer. Et puis donc, s'il ne s'entend pas avec l'industriel et l'intégrateur pour lequel il travaille, eh bien on peut augmenter son vide sanitaire, lui dire non, la semaine prochaine on ne te met pas de poulet, non. Puis la semaine d'après non plus. Enfin bon, ça met très vite en péril le paysan qui doit rembourser lui ses annuités. Il n'y a pas d'arrêt dans les annuités, hein, et c'est pas voilà. Et donc le système il est fait comme ça, et c'est pour ça aussi que nous, quand on demande à des agriculteurs de parler au micro ou de s'exprimer, eh bien c'est très compliqué, même quand on leur promet de les anonymiser. C'est des gens qui vivent dans la peur de mettre en péril la santé économique déjà de leurs élevages, et en plus la santé économique de leurs élevages, enfin leurs marges elles sont très faibles, donc ils travaillent sur des volumes complètement assez énormes en fait pour pouvoir gagner de l'argent. Après, en ce moment, le cochon, ça va très, très, très bien. Mais il y a 2 ans, moi, j'étais à une manif à Saint-Brieuc et les éleveurs porcins, ils pleuraient tous, quoi. Donc, voilà. C'est fluctuant. Ils travaillent pour un marché mondial. Je vous propose qu'on fasse une petite pause parce que ça, on va en rediscuter justement à la suite. On va écouter donc Super Phosphate que vous aurez le plaisir de découvrir en live après cette émission. C'est un trio composé de Armel Doucet, Mathieu Metzger et Alban Paché qui propose un bal électro-trad comme une grande boum de fin du monde. Et là, c'est Serre-toi de ta main.
Vous êtes toujours avec nous pour parler d'agriculture nos futurs avec Morgane Large, Marie-Laure Decaux, Inès Léraud. Et nous entamons donc la deuxième partie de cette émission avec le témoignage de Paul François. Cet agriculteur paysan qui vit en Charente a été victime en 2004 d'une intoxication au lasso, un pesticide produit par Monsanto. Depuis, il rencontre de gros problèmes de santé, a entamé un procès contre la firme qu'il remporte après 13 ans de combat judiciaire, donc en 2020. Il raconte cette histoire dans son livre « Un paysan contre Monsanto » paru en 2017. Nous sommes allés le rencontrer pour parler d'agriculture biologique et de l'avenir du secteur. Moi, la question de nourrir, est-ce qu'on peut nourrir la planète avec des produits bio, les premiers qui l'ont dit, c'était la FAO, qui a dit on peut nourrir la planète en bio, en se passant des pesticides. Alors pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Moi, en tant qu'agriculteur, ce dont je suis sûr, c'est que l'agriculture chimique ne pourra pas nourrir la planète. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une agriculture qui appauvrit les sols. On sait que c'est une agriculture qui va produire de moins en moins. Et c'est une agriculture qui est basée sur quoi? Sur le pétrole. Ça veut dire que ce système-là aura une fin. Dans une dizaine d'années, les paysans, ils auront la triple peine. Aujourd'hui, vous avez effectivement des agriculteurs qui sont malades des pesticides, ruinés parce que quand vous êtes malade tout seul, et sur le banc des accusés parce qu'on les accuse d'être les responsables d'empoisonner tout le monde. Or, on peut les accuser, mais ils ne sont pas tout à fait tout seuls. Souvent, je leur dis, au lieu de dire que le glyphosate est indispensable, dites que vous n'avez pas le choix, dites que vous ne savez pas faire autrement, dites qu'on vous impose des règles, mais dites pas qu'on ne peut pas s'en passer, parce que comment on fait dans le bio? Ça passe bien. Non. Mais dites la vérité, dites qu'on est coincé. On dérange un système où des agriculteurs participent à ce système sans scrupule. Ils utilisent des produits pensant que, après tout, si les autres les utilisent, et pourquoi pas nous? Puisqu'ils se mettent en danger, à la limite, tant pis pour eux, mais ils mettent en danger des gens. Et des gens comme moi qui osent dénoncer ça, ça leur va pas. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu une pression sur des gens comme nous aussi forte qu'en ce moment. Jamais. Je suis devenu un éco-terroriste. Donc, si vous voulez, ceux qui importent, qui mettent des produits interdits, c'est les autres qui sont des éco-terroristes. Moi, je suis un mec bien parce que, en plus, je vais produire beaucoup de blé, je vais nourrir la France et la planète. Parce que ce produit n'est pas dangereux. C'est des écolos bobos qui ont dit que c'était dangereux, tout ça. Mais aujourd'hui, avec les perturbateurs endocriniens, je ne prends que ça, dans l'agriculture, 70% des pesticides utilisés en agriculture aujourd'hui contiennent des perturbateurs endocriniens. Eh bien, avant même qu'ils soient nés, leur espérance de vie est remise en cause. Je dis, ces générations-là, dans les livres d'histoire, nous jugeront. Parce qu'on peut dire que dans les années 80-90, on ne savait pas, ou on ne voulait pas savoir, mais là, maintenant, on le sait. Et tout le monde le sait. Et on fait comme si de rien n'était, et on continue, et on continue, et on continue.
Parce qu'on se prépare à quelque chose, c'est que même moi, ma ferme, aujourd'hui, elle n'est pas facile à transmettre à un jeune. Parce que c'est des capitaux importants. Alors quand on va parler de ferme dans quelques années, où il faudra plusieurs dizaines de millions d'euros pour les acheter, ça ne sera plus des paysans. Ça sera des grands groupes et on arrivera à ce que l'on connaît en Argentine. Un pays devrait avoir la souveraineté sur cette terre nourricière. Voilà. Alors, vous pourrez découvrir une version plus longue de nos échanges avec Paul François sur donc le site radio.emf.fr. On va faire un podcast qui sera publié dans les semaines à venir. Il a été agressé, Paul François, en janvier. Il s'est fait attaquer sur sa ferme par 3 personnes cagoulées qui l'ont attendu. Quand il est sorti de sa voiture, ils ont essayé de l'étrangler, de lui faire boire un produit, il pense un produit phytosanitaire, quoi. C'est quand même terrible. Et on lui a dit, on en a marre de voir ta gueule à la télé, quoi. On a marre de s'entendre. Voilà. Et d'ailleurs, sur les pressions, enfin, il en parle aussi là brièvement, mais il y a de fortes pressions, en tout cas sur les personnes qui essaient de critiquer ce modèle d'agriculture, en tout cas qui essaient de démontrer un peu pourquoi c'est complètement absurde de maintenir une agriculture chimique qui a ces répercussions négatives que maintenant personne ne peut nier. Les faits scientifiques sont là. Et justement, quelles pourraient être les pistes d'après vous? Enfin voilà, est-ce qu'on peut parler un peu d'autres alternatives, de diversité des cultures, de petits élevages? On entend aussi parler de ceinture verte autour des villes. Et puis quand même, il y a toujours aussi, il le dit lui-même, et c'est pour ça qu'on a souhaité que le podcast, que cette interview commence par là. Est-ce que l'on pourra continuer à nourrir tout le monde en sortant de ce système? Et lui, il répond oui, mais c'est souvent l'argument que l'on entend sur le maintien d'une agriculture intensive et hors sol, de dire il faut bien nourrir tout le monde. Donc, qui souhaite réagir? En tout cas, sur les pistes. Inès Leroux. C'est vrai qu'il y a par rapport au foncier, parce qu'il termine l'interview sur ces mots, sur le qui va pouvoir acheter ces structures foncières, ces fermes si grandes et si chères. Et il y a quand même beaucoup d'autres façons de faire, d'alternatives qui se sont mises en place. Il y a l'association Terre de Liens, que beaucoup connaissent, qui est quand même un principe super vertueux, qui est que en fait, ce soit des centaines ou des milliers de citoyens qui achètent les terres qui se libèrent, qu'elles reviennent à quelques centaines d'euros pour chaque citoyen. Et donc c'est un peu aussi l'idée de sortir l'argent de sa banque et de mettre l'argent dans la terre, qui est beaucoup plus sûr qu'une banque, et de louer ces terres à des agriculteurs en bio, des paysans, en réfléchissant en termes de souveraineté alimentaire par rapport à des territoires, et de leur louer très peu cher. Donc ça permet vraiment de squeezer la banque, puisque les agriculteurs n'ont pas besoin de s'endetter pour acheter ces terres. Il y a un système de régulation quand même sur les terres en France qui s'appelle la SAFER. Donc c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Voilà, c'est né pour éviter qu'il y ait de la capitalisation sur les terres et pour que les terres restent aux agriculteurs. La SAFER, normalement, fixe des prix sur les terres. Après, la SAFER, on l'investit de missions. Elle est censée, en priorité, attribuer, quand des terres se libèrent, installer des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs en agriculture biologique. Enfin, elle est investie de tout un tas de buts vertueux comme cela. Et en fait, ça fonctionne déjà assez mal au sein de la SAFER. Et en plus, il y a des moyens de contourner la SAFER. Alors, le système agricole est aussi basé, et les exploitations agricoles sont basées sur une comptabilité qui n'a qu'un seul but, c'est défiscaliser au maximum pour payer peu d'impôts, pour payer aussi peu de charges sociales, ce qui fait que les agriculteurs, ils ont des toutes petites retraites, et que la vente des fermes, ça représente le capital de fin de carrière pour la retraite. Et bien sûr, il y en a très peu qui résistent à l'envie de vendre aux plus offrants leurs terres.
Alors là où la SAFER pourrait bloquer, eh bien, il y a maintenant de plus en plus de fermes qui sont vendues sous forme de parts sociales, c'est-à-dire que avant que la personne parte en retraite, il y a un groupe de gros agriculteurs qui s'associe avec lui, ils découpent la ferme en parts. Et au bout d'un moment, eh bien, c'est les gros agriculteurs qui sont majoritaires en part et qui finissent par avoir tout. Et ça échappe comme ça. Ces terres échappent à la régulation. Et c'est assez catastrophique parce que je pense que le levier foncier pourrait être aussi un excellent levier pour réduire le phénomène des marées vertes, par exemple, sur les bassins versants qui sont bien malmenés. C'est certain, voilà. Marie-Laure Decaux. C'est vrai que c'est important de gérer l'espace à l'échelle des territoires et des bassins versants pour protéger les ressources en eau et pour gérer l'ensemble bien. Et donc, ça va un peu au-delà de la simple exploitation individuelle, mais ça s'étend de façon importante. Et ça joue aussi sur la déspécialisation. Il faudrait déspécialiser les régions et finalement ramener des élevages dans des régions de grandes cultures, dans des grandes régions céréalières. Et c'est pareil, ça ne veut pas dire que l'agriculteur qui fait l'élevage va être obligé de faire autre chose. Il ne faut pas raisonner à des micro-échelles, mais au moins à des échelles de territoire, quoi. De micro-régions ou de territoires où il faudrait gérer l'ensemble des choses. Mais ça demande de la planification, ça demande l'adhésion du monde agricole et aussi du monde citoyen. Et voilà. C'est pas évident. En revanche, il est certain que c'est vertueux et du point de vue des pollutions, l'élevage, quand il s'agit effectivement d'élevage hors sol, et à remettre en question, et surtout quand il est très concentré, parce que finalement, si on gérait les lisiers comme il faut, si on déconcentrait, si on épandait sur des surfaces plus importantes, la dispersion, au lieu d'être négative, serait positive. Parce que finalement, ça constitue quand même une ressource, ces lisiers. On a beau dire, ce n'est pas qu'un déchet. Pour l'agriculture, c'est aussi une ressource, et c'est une ressource dont manquent les céréaliers. Donc s'ils ne l'ont pas, pour enrichir les sols. Donc s'ils ne l'ont pas, ils vont acheter du chimique. Donc quelque part, il faudrait les faire travailler ensemble. Alors bien sûr, on va pas mettre des camions sur la route pour transporter des litres et des litres. Ça, c'est pas possible. Mais voilà, il faut être un peu plus innovant là-dessus. Mais c'est faisable. C'est vraiment des voies très importantes de réassociation de l'élevage avec les cultures ou du maintien d'un certain nombre d'élevages, comme par exemple l'élevage de chèvres en Poitou-Charentes, qui est quand même emblématique. C'est un élevage qui repose sur autant de production de cultures pour les concentrer, pour donner de l'azote à ces chèvres pour faire du bon lait de chèvre, que de prairies, que de fourrage. Donc c'est des exploitations qui sont restées à l'échelle de l'exploitation mixte entre culture et élevage. Oui, donc l'une des solutions, ce serait aussi peut-être de casser ces grandes parcelles de monoculture pour diversifier. Mais alors, à un moment quand même, maintenir ce système-là en termes de pauvreté des sols, parce que ceux qui pratiquent une agriculture chimique ont des sols de plus en plus appauvris, et néanmoins, ils continuent. Donc c'est la chaîne aussi, peut-être ça, il faut le redire, parce que ça paraît peut-être... pas évident, mais que c'est ce qui maintient cette chaîne de recours aux phytosanitaires pour continuer à pouvoir produire. En effet, dans les zones céréalières, on constate quand même, un sol, c'est bien sûr des minéraux, mais c'est aussi beaucoup de matière organique. Et c'est beaucoup cette matière organique, grâce aux micro-organismes, parce que le sol est vivant, qui fournit les besoins en minéraux de la plante, pour partie. Après, si on veut produire beaucoup, effectivement, il faut en faire venir un peu de l'extérieur. Mais de toute façon, les phénomènes naturels, c'est la minéralisation de la matière organique, à condition qu'il y ait de la matière organique. Et l'appauvrissement des sols de la Beauce, de la Champagne, de la plaine de Caen ou d'autres matières organiques sont avérés. C'est des choses absolument mesurées par les GIS-Sol, voilà. On a les cartes de l'appauvrissement des taux de matière organique dans les sols depuis les 50 ans dans ces zones qui se sont spécialisées en grande culture et en céréales, malgré les apports très importants qu'ils ont d'engrais chimiques. Ça compense pour faire, à l'échelle de l'année, pousser une plante, mais ça ne maintient pas le capital de production du sol. La terre est un support, en fait. Il suffit d'avoir l'espace. Nous, on a cette impression-là en Bretagne, où on avait traditionnellement des élevages laitiers, et où il y a énormément de gens qui arrêtent le lait. Et la Bretagne est en train de se céréaliser, c'est-à-dire se couvrir de céréales à vitesse grand V.
Et même ça fait un peu marrer tout le monde de dire oh là là, les grosses terres céréalières de petites communes. Enfin, moi, ça me fait pas marrer du tout. Hein. Mais j'ai vraiment la sensation que la terre, si on pouvait faire pousser sur des billes de polystyrène, on arriverait quand même, quoi. Enfin, il faut juste l'espace, quoi. Et quand on met les produits qu'il faut, les intrants qu'il faut, ça pousse, quoi. Enfin. Mais faire pousser sur des billes de polystyrène ou sur de la laine de roche, ça se pratique déjà et de façon extrêmement importante. Dans les serres, les tomates, la moitié des tomates sous serre poussent comme ça. Hein. Elles ne poussent pas dans du vrai sol. Hein. Avec de la solution nutritive. Donc, en horticulture, c'est presque ça aussi. Hein. Mais c'est vrai que la question de tout ça, c'est la question beaucoup du prix aussi, de comment produire en masse, garder des marchés mondiaux, être compétitif, être accessible à tous les citoyens de toutes les classes sociales. Et on a justement fait une rencontre avec des agriculteurs ce matin, avec Morgane du côté de Bressuire. Et certains disaient, en fait, on passe notre temps à dire il nous faut des prix rémunérateurs, mais ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne va pas marcher puisque c'est incohérent avec la politique mondiale économique. Et donc, eux, ils le revendiquaient. C'était intéressant parce qu'il y avait notamment un éleveur porcin industriel qui s'était reconverti à l'élevage bio. Et eux, ils disaient que c'était tout aussi difficile en bio, en fait. Ils n'ont toujours pas des prix assez rémunérateurs. Et ils disaient il faut qu'on pense la question du salaire à vie pour l'agriculture. Il faut décorréler, en fait, la production de l'aliment on ne peut plus produire uniquement en fonction du coût final, en fait, du prix. Il va falloir produire en fonction des besoins réels et donner un salaire aux producteurs d'aliments à vie. Oui, c'est sûr. En matière de prix, il y a aussi une très grande volatilité parce qu'aujourd'hui, avec les accords de l'OMC, on est passé d'une PAC qui encadrait des prix à une PAC qui a tout libéré et qui donc a remis l'agriculture française et européenne, enfin de l'Europe quand elle était un peu plus petite, mais française et européenne, à boxer avec le monde entier. Et là, il y a une très grande volatilité. Hein. On voit des prix des céréales qui vont du simple au double, au triple. Enfin, c'est hallucinant. L'agriculteur, comment veux-tu qu'il sécurise son revenu avec ça ? C'est extrêmement difficile de faire ça. Et puis, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le côté répartition de la valeur dans le système. On a des systèmes de grande distribution, on a des systèmes moins localisés. Dans mon enfance, la limonade, elle était produite dans un rayon de 60 km autour de chez toi. Aujourd'hui, la limonade que tu consommes, elle est produite dans 2 usines en France, donc c'est tout de suite beaucoup plus de 100 km. Tu vois. Donc on a des grandes industries, des grands distributeurs, et la chaîne de valeur, elle n'est pas favorable à l'agriculteur aujourd'hui. Moi, je voulais juste... quand on parle de solutions, je reviens sur les algues vertes. Il y a eu la Cour des comptes qui s'est emparée des politiques publiques pour lutter contre les marées vertes et qui a rendu un rapport. La Cour des comptes, c'est lié au plan de lutte contre les algues vertes, c'est ça. La Cour des comptes, elle s'auto-saisit de dossiers. Hein, il n'y a personne qui lui donne des ordres. Et ils avaient fait une conférence de presse très médiatique à Saint-Michel-en-Grève, sur une plage à marée verte. On y était avec Inès. Et le rapport de la Cour des comptes disait que les politiques publiques étaient extrêmement inefficaces, que c'était de l'argent quasiment jeté par la fenêtre, qu'on ne faisait pas intervenir les bons leviers, que ce n'était pas assez volontariste, que notamment le monde de l'agroalimentaire n'était pas investi et qu'il fallait travailler davantage sur le foncier, que même des labels genre HVE ne suffisaient pas. Haute valeur environnementale. Était très très loin de suffire pour faire baisser le phénomène des marées vertes. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est que j'avais entendu parler du dossier Vittel dans les années 80, en 87. Oui, c'est ça. Il y a Vittel, donc l'eau en bouteille, là, ils commençaient à avoir le taux de nitrate qui augmentait considérablement dans leurs sources et ça les inquiétait parce qu'ils ne pouvaient plus recommander l'eau pour les biberons s'ils dépassaient le seuil de 10 mg. Et donc c'était très inquiétant. Ils ont un tout petit bassin versant, c'est 5000 hectares, dont 3500 hectares cultivables. Et en 87 déjà, ils ont contractualisé avec les agriculteurs. Déjà, ils ont essayé de racheter toutes les terres en payant. Ça a fini en maîtrise foncière. Oui, en maîtrise foncière. Pas tout, mais pratiquement tout. C'est-à-dire en payant très, très bien
et les propriétaires terriens et même les exploitants étaient payés pour renoncer à leur bail. Ils se sont rendus compte, sur ce bassin versant de Vittel, il y avait principalement des élevages laitiers et qui, depuis 15 ans, se mettaient tous à faire du lait avec du maïs en silage à bloc. Eh bien, ils ont demandé aux agriculteurs d'arrêter le maïs en silage complet. Ils ont équipé les fermes de séchage de foin en grange. Ils ont, dans le cahier des charges, interdiction des pesticides, donc séchage de foin en grange, donc plus de maïs. Il y a eu aussi fertilisation raisonnée et principalement avec du fumier de la ferme composté. Eh bien, bizarrement, ça a très bien marché. Aujourd'hui, vous regardez sur votre bouteille de Vittel, c'est 4,4 mg par litre de nitrate. Ça, c'était en 87, ça s'est poursuivi, ça a coûté de l'argent, hein, ça a coûté beaucoup d'argent, mais on n'en a pas entendu parler parce que Vittel a été racheté par Nestlé et Nestlé produit principalement de l'argent et pas du discours écologique, quoi. C'est dommage, parce qu'on sait comment faire en fait. On sait très bien comment faire pour arrêter les marées vertes. Oui, enfin, toutes ces pratiques, et puis en particulier l'anerbement, ça peut être la reforestation, ce sont des pratiques qu'on connaît et qui sont déjà en pratique sur les bassins de protection des captages. Donc je veux dire, ce qu'ils ont mis sur un bassin versant entier pour des raisons industrielles, et bon, effectivement, à coût de beaucoup d'argent investi, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé. 24 millions d'euros, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, sur 15 ans. Hein, oui, c'est vraiment emblématique, hein, de ce truc, avec une pollution, une augmentation du taux de nitrate identifiée précocement. Hein, c'est ce que je vous dis, on savait déjà. Et on savait faire, et on protège déjà, l'État protège les proximités de captage en pratiquant ça. Ouais, en principe. Ouais. Nous allons faire une pause. On va écouter une chanson d'Émilie Loiseau qu'elle a écrite avec le réalisateur Cyril Dion en 2019 pour soutenir l'appel des coquelicots pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Je veux faire l'amour dans les champs. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi. Avez-vous mesuré le feu? Avez-vous mesuré la faim? Avez-vous mesuré ce jeu qu'on joue sans avoir l'air de rien? Je me serrai encore entre mes dents la fleur rouge du printemps. Rouge est ma peau lorsque je t'aime souvent. Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi.
Agriculture, nos futurs. Donc nous arrivons vers la fin de cette émission et pour clore, même si on pourrait rester des heures parce qu'il y a tellement de sujets à aborder sur l'avenir de l'agriculture, je voulais vous demander, Marie-Laure Decaux, puisque vous dirigez une ferme expérimentale depuis une dizaine d'années, de nous dire quels sont un peu les leviers scientifiques, voilà, pour être un peu sur qu'est-ce qui se mène en recherche pour essayer de changer justement des pratiques agricoles. Bien, en fait, depuis une dizaine d'années, il y a 2 expérimentations d'élevage, qui sont des fermes pilotes dans notre unité expérimentale, et qui essaient de jouer en fait sur tous les leviers. Donc, on modifie les croisements animaux, au lieu d'avoir des animaux spécialisés, par exemple. On va avoir des leviers biodiversité, des peuplements. On va avoir des leviers sur des strates consommables, des strates végétales différentes, en ayant de l'herbe, des bosquets, des arbres, sur des mêmes parcelles pour être résilient. Et bon, l'idée globale, c'est de mener les choses de façon agroécologique. Donc on est économe sur tous les intrants. Il y a même des endroits où on n'a aucun engrais chimique qui soit épandu, ou 0 pesticides, selon les systèmes, hein, chèvres ou vaches. On fabrique du lait sur notre ferme, sur nos fermes. Et on essaie d'être résilient vis-à-vis du changement climatique. Donc on essaie aussi d'être un peu innovant dans ce qu'on va cultiver pour faire face aux aléas. On fait bouger des leviers qui sont à la fois des leviers d'élevage, des leviers de culture, l'allongement des rotations. On joue sur un nombre de leviers qui est très important. L'économie de moyens, l'économie aussi de travail du sol, bien évidemment, de telle sorte qu'il y a aussi une évaluation économique. Et je dirais que dans certains systèmes, les périodes de transition sont des périodes difficiles à mettre en place. Et que, en fait, ce sont des systèmes qui ont besoin d'atteindre un certain degré d'équilibre pour être efficaces. C'est des assez belles démonstrations. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça se fait en co-conception avec des agriculteurs, des CIVAM, des syndicats de producteurs, ou des représentants de la société civile avec des associations autour de l'arbre et de la haie, etc. C'est pas mal, c'est intéressant. Ça pose des questions de recherche particulières. On ne peut pas en faire encore un bilan vraiment complet. On essaie, là, comme on arrive dans les 10 ans, il y a pas mal de jeunes chercheurs qui travaillent dessus pour faire des vrais bilans, qui soient aussi sur un ensemble de services écosystémiques, sur une durabilité, une résilience des systèmes qui n'est pas forcément avérée. Voilà. Donc il faut... on teste, on est démonstratif, on accueille beaucoup de gens, on écoute beaucoup d'idées qu'on essaie de mettre en œuvre, on apprend en marchant. Ce sont des systèmes évolutifs et puis ils sont ouverts au public et visitables pour la fête de la science. Vous serez bienvenus si vous voulez venir voir. Avec plaisir, et on suivra justement le devenir de ces fermes. Et pour Morgane Large et Inès Léraud, quels peuvent être les leviers citoyens justement pour améliorer le système agricole ? Je pense que déjà, faire vivre le débat démocratique et la mise au jour d'informations qui sont difficilement accessibles, parce qu'il y a plein d'informations publiques qui devraient justement être mises à disposition du public par les préfectures, etc., qui ne le sont pas. C'est important de soutenir des médias indépendants. Et il y a de plus en plus de médias d'enquête ancrés dans des espaces ruraux qui se mettent en place. Il y a la Topette dans les Pays de la Loire, et nous, il y a ce média Splend en Bretagne, qui mènent des enquêtes au long cours. Et puis, je pense aussi que c'est important de pouvoir s'investir, si on peut, auprès des associations ou des collectifs qui font beaucoup, en fait. Aujourd'hui, on voit... D'ailleurs, on travaille de pair, souvent, avec eux, quand on est journaliste, qui mènent des procès très importants, qui ont un rôle de veille aussi sur l'environnement. Et toutes ces associations environnementales, les soutenir financièrement ou en les aidant, en donnant des coups de main bénévoles aussi, ça peut être vraiment important. Et je pense qu'il y a toute une palette d'associations et de collectifs à aider aujourd'hui. Si on n'a pas envie d'être dans l'illégalité, on peut aider des associations qui sont plus légalistes, qui vont mener que des procédures autorisées. On peut aussi s'investir dans des conseils municipaux, dans la politique locale. C'est super important, ça, pour connaître son territoire et pouvoir le défendre.
Et puis, il y a des mouvements plus jeunes, et c'est assez formidable d'ailleurs, comment ça s'articule des associations anciennes. En Bretagne, on voit Alto Marée Verte et Eau et Rivières de Bretagne, qui sont des associations qui existent depuis des décennies, qui s'associent. Ici, là, sur votre territoire, on voit la Confédération Paysanne, un syndicat historique qui s'associe avec des associations beaucoup plus jeunes, beaucoup plus rebelles, comme les Soulèvements de la Terre ou Extinction Rebellion, pour occuper des sites et empêcher des nouvelles infrastructures industrielles polluantes de s'implanter. Morgane Large. Ah ouais, moi, bien sûr que je trouve que des citoyens informés, ce sera toujours mieux que des citoyens qui ont du mal à accéder à l'information. Et à ce plan, on met à disposition gratuitement sur Internet toutes nos enquêtes. Et beaucoup de données scientifiques. Parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé des sols, mais notamment, vous relayez aussi les données qui sont obtenues par Airbrace sur par exemple, sur l'ammoniac. Oui, parce qu'il y a les algues vertes, c'est une pollution dramatique, mais très heureusement très visible. Et quand elle tue les gens, c'est immédiat aussi. Mais il y a des pollutions qui tuent les gens à petit feu et qui sont invisibles. Je pense à l'ammoniac en Bretagne. On a des réels problèmes d'ammoniac qui est dû donc aux élevages intensifs, à l'agriculture intensive, à l'utilisation des engrais chimiques et à la production des engrais chimiques, puisqu'on en produit aussi et que c'est très polluant. L'ammoniac, c'est dans l'air ? Dans l'air, oui, c'est une pollution dans l'air et qui crée des troubles pulmonaires très importants, hein, mais à petit feu. Et il y a plein notamment, je pense aux pesticides. Il y a aussi un collectif en Bretagne qui est formidable, qui s'appelle le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Ce sont des retraités qui sont à la tête de ce collectif et qui, en premier lieu, défendent des agriculteurs malades des pesticides, des salariés de l'agroalimentaire, des usines d'aliments ou des plateformes de stockage de pesticides malades des pesticides. C'est des gens qui n'ont pas du tout été entendus auparavant, dont les pathologies ont été niées, qui ont été licenciés pour inaptitude par leur employeur et qui aujourd'hui, grâce à notamment ce collectif, ont réussi à faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur dans leur maladie, ce qui est quand même une magnifique victoire, même si le combat n'est pas fini pour eux. Et je pense aussi donc aux sentinelles. On se balade tous, on a tous droit aussi de regarder ce qui se passe autour de nous et on doit tous le faire et se former en écologie, se former en ornithologie. Et qu'est-ce qu'on fait des informations quand on observe des pollutions ? Quand on observe des pollutions, déjà on se renseigne pour être sûr que ce soit une pollution, parce qu'on peut se tromper. Voilà, il y a des gens moi je me rappelle de gens qui dénonçaient des animaux maltraités, et puis en fait c'était des très vieux chevaux dans des champs qui avaient 30 ans, donc bien évidemment ils n'étaient pas très fringants. Mais non, quand on est formé, quand on a des informations, il y a nous à Splend par exemple, on reçoit énormément d'alertes de lanceurs d'alerte. Et on est à la recherche. Nous, on ne peut pas être au bord des rivières, avoir quelqu'un qui va prendre une bonne photo au bon moment. Inès, tu as enquêté sur Lactalis. S'il n'y avait pas eu des pêcheurs dans cette histoire-là, sur la pollution avec du lait de rivière, eh bien, s'il n'y avait pas eu des pêcheurs à témoigner et à être au bord de la rivière à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'enquête. Sinon, pour changer le monde, on peut pêcher dans les rivières. Devenir paysan ou paysanne, voilà, ça peut être. Mais se former, c'est quand même super intéressant. Hein, et ces associations aussi délivrent des formations, je pense à Eau et Rivières de Bretagne, même des formations juridiques parfois. Donc l'émission touche à sa fin et vous pourrez la réécouter sur radio.emf.fr. Merci beaucoup Morgane Large, Marie-Laure Decaux, Inès Leroux. Merci Loïs. Pour leur participation à la réalisation de l'émission et des interviews, Victor Dubin. Merci Victor. Aux équipes de l'Espace Mendès France dont la technique et le lieu multiple, à Paul François pour le temps qu'il nous a consacré. Et je vous rappelle, vous pourrez écouter l'intégralité de l'entretien sur le site de la web radio de l'Espace Mendès France. Et nous tenions aussi à remercier Annie Thébomoni
que nous avons rencontrée grâce à Filmer le Travail, qui est une sociologue et qui a mené des combats contre l'amiante, les pesticides, qui a soutenu Paul François, et la reconnaissance des maladies professionnelles. On a publié il y a quelques jours un entretien avec elle qui a retrouvé sur le site de l'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Cette émission clôt la Nuit des idées 2023. Et ça tombe bien, il fait nuit. Rendez-vous donc l'année prochaine. Mais en attendant, c'est au tour de Super Phosphate de nous faire danser. Bonne soirée. Bonne soirée. Agriculture, nos futurs.